Barry Trotz, entraîneur légendaire, directeur général, disons que ça a respectueusement été plus difficile. Et si le départ de Petit Bonhomme Pas de Cou créait un effet domino qui pourrait se ressentir aux quatre coins de la planète hockey? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Barry Trotz a annoncé qu'il se retirait de son poste de directeur général des Prédateurs de Nashville, ou du moins qu'il allait le faire quand on allait avoir trouvé son successeur. Trotz va pas avoir été longtemps DG au Tennessee, tout le contraire d'ailleurs de son prédécesseur David Poile qui a été là de 1997 à 2023. Trotz aura été DG de la formation un peu plus de 2 ans et demi. Faut être honnête, il est arrivé à un poste dans une situation pas tout à fait idéale à Nashville. Le noyau de l'équipe était composé de vétérans, Roman Josi, Juuse Saros, Philip Forsberg, qui n'étaient pas nécessairement parfaitement entourés pour être une réelle menace dans l'Ouest. Et on n'avait pas non plus de bon espoir qui s'en venait, à part peut-être Yaroslav Askarov. On a décidé de bâtir autour de ces vétérans avec encore plus de vétérans. Puis, je vais pas faire mon Monday Morning Quarterback, facile de critiquer quelques années plus tard, parce que c'était quasi unanime. Quand les Prédateurs ont sorti le chéquier à l'été 2024 pour aller chercher Steven Stamkos, Jonathan Marchessault et Brady Shea, on était plusieurs à applaudir. Moi, le premier. Quel tour de force! On ajoutait ça à Ryan O'Reilly l'été précédent. Nashville avait réussi à se créer une équipe de vétérans, tous encore très performants, malgré leur statut de trentenaire, puis ça laissait croire que l'équipe allait réussir à se donner une belle fenêtre d'opportunité. Est-ce qu'on allait devenir vraiment le meilleur contender avec l'Avalanche, les Stars, les Oilers dans l'Ouest? Non, mais on allait définitivement être une équipe, on pensait à ce moment-là, en tout cas, ton boy pensait ça, peut-être pas toi, on va pas parler pour toi, qui allait avoir un avenir rapproché intéressant. Et ça a échoué. Lamentablement échoué, 30e dans la Ligue l'an dernier. En ce moment, malgré qu'on soit remonté à 4 petits points des séries, au moment où j'enregistre cet épisode, Money Puck ne leur donne que 24% de chances de participer au tournoi printanier. Les Preds sont à la croisée des chemins. Et la première décision du nouveau directeur général doit être la suivante. On continue d'essayer de faire quelque chose avec ce groupe de vêtements ou on repart à neuf? Dans cet épisode, on va regarder comment la décision justement du prochain DG des Prédateurs de Nashville pourrait avoir un impact qui va être ressenti un peu partout dans la LNH. Et non, je pense pas que c'est une hyperbole de dire ça. Tout juste avant d'y aller, salutations à toi, aventurier de l'Internet. L'approche de la date limite des transactions te fait chercher du bon contenu hockey en français sur les internets. T'es à la bonne place. On va redoubler d'ardeur dans les prochaines semaines avec du contenu régulier, même pendant la pause olympique. D'ailleurs, tu veux rien manquer? C'est simple. Abonne-toi! On a comme objectif d'atteindre les 35 000 abonnés en 2026 et c'est très bien parti. Ça prend 0,5 secondes et surtout, ça coûte rien. C'est fait? Merci. OK, les Preds. Depuis pas mal carrément l'an dernier, alors que les Preds croupissaient dans les bas-fonds de la Ligue, on entend parler de potentielles transactions à Nashville. Les joueurs qui venaient d'arriver et qui ne s'étaient pas embarqués dans le but de jouer pour une équipe qui aspire pas mal plus au premier choix qu'aux séries étaient évidemment mentionnés. T'avais Ryan O'Reilly, Jonathan Marchessault, Steven Stamkos. Ce sont principalement les 3 joueurs dont on entend parler depuis longtemps. Il y en a d'autres, mais vraiment, ces 3-là sont souvent identifiés comme des joueurs qui pourraient quitter les Prédateurs de Nashville, aller chercher un retour intéressant. Puis ce sont des joueurs qui n'ont pas été là très longtemps jusqu'ici. Et encore une fois, c'est des joueurs qui ne s'étaient pas embarqués dans le projet des Prédateurs de Nashville dans le but de croupir dans les bas-fonds. C'est pourquoi ils sont souvent sur ce genre de liste. Ça, c'est la plus récente de TSN, les joueurs les plus susceptibles d'être échangés d'ici la date limite des transactions. Vous voyez, bien sûr, O'Reilly, Marchessault et Stamkos y sont, avec Michael Bunting. Il y a par contre 2 choses qui pourraient changer. Parce que ça ne va pas vraiment changer. Ces gars-là devraient demeurer des cibles de choix. La première, c'est ce qu'on désire pour ces joueurs-là. Le prix qu'on risque de demander. Même si Barry Trotz, en pleine saison l'an dernier, avait laissé planer la possibilité de faire plus de place aux jeunes, les Prédateurs n'allaient jamais entrer dans une vraie reconstruction complète sous ses ordres.
D'abord, ça aurait été un énorme constat d'échec. Ensuite, malgré tout le respect qu'on lui porte à Nashville, allait-il réellement être l'homme de la situation, celui à qui on allait confier une telle tâche? Trotz, c'était le bras droit de David Poile, c'était la continuité. C'est d'ailleurs un entraîneur-chef dans l'âme. Je l'ai dit, Barry Trotz, pour moi, c'est un entraîneur-chef légendaire, un des meilleurs au 21e siècle. Sa carrière de DG, qui jusqu'ici a été de très courte durée, n'a pas été très fructueuse. Encore une fois, je le répète, je lui lance personnellement aucune pierre pour ce que tenté de faire avec l'acquisition des vétérans. La transaction Yaroslav Askarov, par contre, pour moi, ça, c'est un fiasco la seconde où elle est survenue. Je comprends que le jeune Russe a un peu mis les Preds dans une situation peu enviable en demandant une transaction, mais on a transigé celui qui était considéré comme le meilleur espoir à la position contre, sans manquer de respect à Magnus Chrona, David Edstrom, pas grand-chose. Espérons que Riker Lee, premier choix de première ronde, plutôt devrais-je dire, parce que c'était Brady Martin, le premier choix des Preds au dernier repêchage. Donc, Riker Lee, un choix de première ronde, donc, est venu compléter la transaction. On espère qu'il y aura un bel avenir, parce que sinon, à date, on n'enligne pas pour avoir grand-chose pour Yaroslav Askarov, qui est déjà un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Un nouveau DG, s'il décide de prendre l'avenue de la reconstruction, peut vraiment décider de repartir à neuf et demander que des actifs d'avenir pour les joueurs en question. Il peut aussi maximiser les retenues de salaire. Si lui, il décide, non, rebuild, tu retiens du salaire au max. Bref, les Stamkos, Marchessault, O'Reilly peuvent devenir plus intéressants pour d'autres équipes. Le prix change peut-être et ils sont plus faciles à transiger. Et ces gars-là, c'est peut-être plus les joueurs qui étaient, là. Mais on parle quand même de 2 gagnants du Conn Smythe et un capitaine 2 fois champion de la Coupe Stanley. Là. Si vous pensez que des équipes de la LNH ne seront pas prêtes à accueillir ces vêtements-là, on est d'accord. On n'est pas d'accord, en fait. C'est tout. On est juste pas d'accord. C'est bien correct. Donc, le prix de vente pour les joueurs déjà potentiellement en vitrine vient peut-être de changer et sans nécessairement chuter, devenir plus intéressant pour d'autres formations. Que ce soit en raison des retenues salariales, que ce soit en raison du fait que soudainement, on veut peut-être vraiment juste maximiser les actifs, ce que des équipes qui aspirent à quelque chose sont peut-être plus prêtes à laisser aller que également d'inclure des fois certains joueurs déjà NHL ready, comme on dit dans le jargon. Mais également, la porte pourrait s'ouvrir pour d'éventuels départs, même des autres vétérans qui, eux, sont des membres importants de l'organisation depuis longtemps. Est-ce qu'on va s'asseoir avec Roman Josi, Philippe Forsberg et Juuse Saros et dire « Écoutez, on amorce un processus qui va être long, difficile. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous restez ici parce que l'objectif à court terme, c'est d'aller maximiser le nombre de jeunes, le nombre d'actifs qu'on est capable d'aller chercher. » Parmi ces 3 joueurs, pour moi, Philippe Forsberg est certainement le joueur qui pourrait rapporter le plus gros aux Prédateurs. 31 ans, encore en route vers une saison de 30 buts cette année, même si il n'est pas aussi bon ou aussi productif qu'il l'a été il y a 2 ans, quand il est allé chercher au-dessus de 90 points. Sous contrat à un salaire loin d'être particulièrement lourd, à 8,5 millions par saison. Je pense que pour un joueur encore de sa trempe, c'est quelque chose qui a bien de l'allure, surtout avec la montée du plafond. Donc pour encore 4 autres saisons, 8,5 millions pour Philippe Forsberg. Retenir du salaire pour aussi longtemps, 4 saisons, jamais facile. Mais ça peut être envisagé si Nashville décide de faire sauter les choses. Ce gars-là, pour moi, vaut cher. Et pas juste parce qu'il a une moustache légendaire. Oh non, monsieur. Évidemment, les 3 joueurs dont je vous parle, soit dit en passant, ont tous des clauses de non-mouvement complètes. Je pense que celle de Roman Josi à la toute dernière année de son contrat change, là, mais au moment où on se parle, pour au moins encore la prochaine année, là, ce sont des joueurs qui ont des clauses de non-mouvement complètes. Donc, il faudrait qu'ils approuvent, peu importe où ils avaient à aller. Juste important quand même de le mentionner. Que vaut Juuse Saros? Ça, c'est une excellente question. La position de gardien, c'est la plus difficile à évaluer en termes de valeur sur le marché des transactions, à mon avis. Tu le vois là, souvent, juste Yaroslav Askarov, pour moi, ça allait valoir beaucoup plus. Chaque fois qu'il y a des transactions de gardien, on dirait que tout le temps, parfois ça vaut très cher, parfois ça vaut moins cher. Ça fluctue, c'est la bourse des gardiens, c'est vraiment pas compliqué. À 30 ans, Saros est à la croisée des chemins. C'est comme à l'âge où il peut encore autant avoir un 4-5 belles saisons, peut-être même 6 comme numéro 1 ou au pire numéro 1B,
comme il peut aussi n'avoir que 2-3. Et malheureusement pour Juuse Saros, la dernière saison et demie, ça n'a pas été particulièrement facile pour lui. On est loin du gardien qui était un qui était dans les discussions pour le trophée Vézina il y a quelques années. Quoique je tiens à dire que cette saison, si tu regardes ces statistiques traditionnelles, là, juste ici à ma gauche, en bas, là, pour 25-26, ça n'a pas l'air particulièrement spectaculaire, mais je trouve que Juuse Saros joue un peu mieux que ce que ces chiffres-là démontrent cette année, surtout par rapport à l'an dernier où ça a vraiment été très difficile. À 7 points des poussières millions, par contre, 7,74 si je ne me trompe pas, une équipe prendrait une chance. Garantie. Il y avait d'ailleurs eu de très fortes rumeurs l'envoyant à LA dans le passé. Là, je ne sais pas, LA, tu sais, on a dans une situation différente. Du côté d'LA, Darcy Kemper fait incroyablement le travail depuis 2 saisons, donc à voir. Mais de toute façon, il y aurait des équipes intéressées à Juuse Saros. Et pour moi, la grande question, est-ce que Roman Josi voudrait une chance ailleurs de jouer à nouveau pour une Coupe Stanley? À ce point-ci, Josi a définitivement devancé Shea Weber comme meilleur joueur de l'histoire de la franchise. Il a gagné un Norris. Il est le meilleur pointeur de l'histoire du club. Pas chez les défenseurs, là, en absolu. Il est le meilleur pointeur de l'histoire du club. Il a 35 ans. Il va avoir 36 au début de la saison prochaine. Les 2 dernières saisons ont été plus difficiles. Il a raté beaucoup de matchs. Il n'est plus le joueur qui a frôlé les 100 points il y a 4 ans à peine. Avec du salaire retenu, même si c'est un salaire quand même imposant, frôlant les 10 millions pour Roman Josi, dans un rôle plus de soutien, tu veux Roman Josi? C'est une équipe qui aspire à quelque chose puis qui n'a peut-être pas nécessairement un vrai bon corps arrière d'avantage numérique, peut-être même sur une deuxième vague d'avantage numérique. En tout cas, moi, il faut dire que je suis biaisé. Roman Josi est mon joueur préféré dans la Ligue nationale de hockey depuis la retraite de Marc-André Fleury. C'était le numéro 2, il est tombé numéro 1. Bref, pour moi, il n'y a aucun doute que Roman Josi vaut quelque chose sur le marché, mais dans son cas, ce qui favoriserait vouloir être un joueur d'un seul club versus avoir une chance à la Coupe Stanley, il n'y en a pas de Coupe Stanley. Donc, ce serait à voir. Donc, d'un côté, si on récapitule, des joueurs dont on parlait déjà de transactions qui pourraient voir leur prix changer, qui pourraient devenir plus intéressants pour des formations. On y ajoute de l'autre ceux qui font partie des meubles au sein de l'organisation, qu'un nouveau DG aurait peut-être moins de réticence à transiger, surtout dans un contexte où il prendrait la décision d'entrer en vraie reconstruction. Je dis pas qu'ils vont tous changer d'adresse d'ici le mois de mars. D'ailleurs, d'abord, le nouveau DG aura pas beaucoup de temps après le retour des Olympiques s'il est nommé. J'ose croire qu'on va pas niaiser avec la POC. Et avec les Preds à 4 points des séries, encore une fois, au moment où j'enregistre, peut-être il va leur donner une chance de participer au tournoi printanier puis de dire influencer ma décision. Ce dont je doute, ceci dit, et à moins d'une énorme surprise, à mon avis, les Preds ne seront pas un aspirant l'an prochain. Ils sont trop loin. Donc, d'ici l'année prochaine, imaginez cette armée de vétérans. Stamkos, Marchessault, O'Reilly, Saros, Forsberg, Josi, tous disponibles. Les sérieux prétendants à travers la Ligue vont cogner à la porte des Preds. Beaucoup de formations pourraient se retrouver avec des joueurs qui portent présentement le jaune flash. Des équipes évidentes comme le Colorado, les Oilers, les Hurricanes, les Golden Knights vont définitivement être intéressés. Mais pas juste ces formations-là. Des jeunes équipes qui voudraient peut-être montrer l'exemple à leurs jeunes comme le Canadien, les Sharks, les Ducks vont peut-être s'enquérir. Le Mammouth de l'Utah également, c'est une formation que je pourrais voir être intéressée à ces joueurs-là. Puis, je dis que ces jeunes équipes-là pourraient être intéressées pour donner de l'expérience à leurs équipes. Mais imaginez un instant, Philippe Forsberg vient compléter le top 6 sur un flanc à Montréal. Peu importe comment tu arranges le top 6 l'an prochain à Montréal. C'est pas juste de l'expérience, c'est carrément un joueur important que tu ajoutes à ta formation. Et encore une fois, Philippe Forsberg, au moment où on se parle, il a 31 ans, pas 35, pas 34, pas 36, 31. Il a encore de belles années devant lui. C'est pas se sortir de la fenêtre, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour une équipe comme le Canadien. Et je suis convaincu que remis dans un climat d'équipe plus favorable, que Philippe Forsberg, tu sais, je veux dire, va-t-il un jour retoucher le plateau des 90 points? Je sais pas. Mais il va retrouver assurément du poil de la bête. Pensez à Matt Duchesne, en fait, justement, quand il a quitté Nashville pour Dallas. C'est exactement ce qui lui est arrivé. C'est le genre de choses que je pourrais voir pour Philippe Forsberg. Donc, d'un côté, le reste de la Ligue, qui pourrait en profiter, et de l'autre, le futur DG de Nashville pourrait commencer en force sa reconstruction et profiter de beaucoup d'actifs. Puis s'il est gère comme il se doit, je serais vraiment pas surpris de voir une équipe comme Nashville, avec tout ce qu'elle a présentement à offrir dans le buffet, si on prend cette décision-là, je serais vraiment pas surpris. Je peux facilement voir cette organisation se relever rapidement.
peu comme le fait Montréal depuis 4 ans. La différence, par contre, c'est qu'à Montréal, tu avais quand même un jeune noyau sur lequel tu allais pouvoir compter, mené par Nick Suzuki et Cole Caulfield. Pas vraiment ça, en ce moment, à Nashville. En fait, vraiment pas ça. Dites pas Brady Martin, il n'est pas arrivé encore. Mais pour ça, il va d'abord devoir décider de reconstruire le nouveau DG, ce qui me semble personnellement une grande évidence. Mais j'ai déjà été dans le champ dans le passé, je le suis peut-être encore. Mais pour moi, une reconstruction à Nashville, maintenant que Barry Trotz quitte, maintenant qu'on passe les rênes de l'équipe à quelqu'un d'autre, qu'on embauche à l'extérieur, que ce n'est plus simplement la continuité de David Poile, pour moi, il n'y a aucun doute que les Prédateurs de Nashville doivent entrer en reconstruction. Et s'ils le font, ça va être quelque chose de très intéressant à suivre dans la prochaine année parce que, comme je viens de vous le mentionner, je crois que la panoplie de bons vétérans qu'on a à offrir est sensationnelle et qu'ils vont se retrouver un peu partout à travers la Ligue nationale de hockey. Que penses-tu de la situation à Nashville? As-tu la même lecture que ton boy? Crois-tu qu'on se dirige vers une reconstruction, qu'on pourrait voir plusieurs joueurs importants éparpillés dans la LNH d'ici la prochaine année? Laisse-moi le savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je crois que c'est la bonne décision de garder Lane Hutson et Noah Dobson ensemble sur une paire en défense? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!